Alors le tiers-lieu, je l'ai dit à quelques-uns, mais c'est un mot valise, mais c'est un mot valise pour voyager. Et ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir ce voyage avec vous. On ne connaît pas encore complètement la destination, mais on a envie de le partager avec vous pour imaginer des pratiques de la santé au sens large du terme qui soient novatrices. Ma chère Dalila. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, merci d'être présents aujourd'hui pour cette première, on va dire. Elle a été largement emmenée par la SAGIM et puis par la ville de Givors, parce qu'on a vraiment un souhait de voir Givors grandir comme étant un tiers-lieu de santé novateur et puis duquel pourrait s'inspirer, j'espère, avec l'ambition qu'on en a, déjà la métropole et puis ensuite... Si on arrive à faire des choses qui sont un petit peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, et ben la France entière, pourquoi pas. On a démarré véritablement ce travail-là de tiers-lieu de santé. C'est un grand mot qu'on va essayer d'inventer, qu'on va essayer de mettre en place ensemble, sur lesquels on va tenter de chercher des innovations pour se dire qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot-là véritablement. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour la ville de Givors et qu'est-ce qu'on souhaite pour les Givordains, mais aussi pour le bassin de vie qui est autour de Givors. On a démarré effectivement historiquement par la maison pluriprofessionnelle de santé qui pour nous est on va dire, le camion qui porte tout, véritablement. On a eu plusieurs ateliers avec les personnes qui ont labellisé la maison professionnelle de santé, la maison pluripro de santé, où on a discuté dans un premier temps de ce qu'on souhaitait mettre en place véritablement, comment ça allait se faire, mais de manière vraiment pratico-pratique. Et puis au fur et à mesure où on avance, on se rend compte qu'on a plein d'ambitions. Et ces ambitions-là, elles sont tant sur le plan du soin à apporter, de la qualité du soin à apporter aux patients de Givors et autres, mais également véritablement sur un point de vue architectural. On souhaiterait vraiment avoir quelque chose de beau en entrée de ville, et puis qui représente vraiment la ville de Givors pour le début du centre-ville, comme on s'en inspire aujourd'hui. Donc on a essayé de faire du maillage fort concernant ce travail-là. On le met en place. Au fur et à mesure où on avance, on voit des nombreuses personnes qui n'étaient pas là au départ venir se greffer au groupe, de la demande de professionnels de santé qui sont externes, également qui commencent à entendre parler de notre projet et puis qui se disent tiens, pourquoi pas Givors? Parce qu'effectivement, on a un carrefour géographiquement, on est au centre de tout, les autoroutes, les trains, les bus, tout est possible. Et puis la maison pluripro va être positionnée en cœur de ville. Donc, nous avons confié la ville de Givors la construction et puis la réalisation de cet équipement, enfin la construction non, la rénovation on va dire, à la SAGIM, notre société d'économie mixte, qui a investi quasiment 2 500 000 €. Et pour s'inscrire dans une durée dans un premier temps d'une ouverture de la maison pluriprofessionnelle, moi je la voulais en mars 2022, mais on m'a arrêté en me disant que ce n'était pas possible. Donc du coup, ça sera plutôt à l'orée fin de premier semestre 2022 pour la maison pluripro. On embarque avec nous le laboratoire Unibio, que je remercie d'être présent aujourd'hui, et puis surtout que je remercie de se lancer avec nous dans cette aventure. Qui va venir s'installer aussi au niveau du local CEPAM. Tout ça va vous être expliqué, j'imagine, dans les diapos qui vont être un petit peu annoncés. Et puis vraiment pousser la réflexion d'un tiers-lieu de santé sur tout ce qui va être, on va dire, le soin effectif, mais tout ce qui va être la prévention également aux soins. C'est-à-dire qu'on va essayer non pas qu'on va plus faire travailler les médecins, mais en tout cas d'envoyer le moins de monde possible parce qu'on aura travaillé en amont sur la santé des Givordines, des Givordains et des personnes du bassin. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je remercie Eau Santé qui fait un travail formidable sur ces équipements. Je remercie la CET, je remercie la CERL. Je remercie également la métropole parce qu'on va avoir vraiment besoin d'eux pour être un relais et un maillon fort de ce nouvel équipement et véritablement d'être précurseur. Je vais laisser à la SAGIM le soin de continuer ou à je ne sais pas.
Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par me présenter aux côtés de Eau Santé. Donc, Diane Despois, moi je suis consultante en développement territorial à la CET, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et donc j'accompagne les acteurs publics, les collectivités dans tous leurs projets de développement. Et là, particulièrement, j'accompagne des collectivités sur l'émergence de tiers-lieux, que ce soit sur la question de l'alimentation, de l'insertion professionnelle et ici du soin. Bonjour, Tiffany Père, directrice générale de Eau Santé. Eau Santé, on est une société d'ingénierie de santé. On accompagne les porteurs de projets à l'élaboration des organisations de santé territoriales. Et donc, on est accompagné par Kian, qui est consultante à la CET, et Laurine Richard chez Eau Santé. Merci beaucoup. Alors, on va vous... Alors, on vous propose un atelier assez cadencé en 3 temps. Donc, une introduction assez courte où on va vous expliquer le contenu de l'atelier, les objectifs. Et puis, on va vous faire un petit exercice de remue-ménage pour se mettre en jambe pour le reste de l'atelier. On vous présentera quelques éléments de contexte, des éléments de connaissance pour qu'on se mette d'accord justement ce qu'on entend par tiers-lieu, par l'écosystème de santé à Givors et plus globalement. Et puis, on terminera par des ateliers en sous-groupe pour justement aborder des questions concrètes sur ce tiers-lieu, qu'est-ce qu'il peut contenir, quelles activités on peut y mettre, à qui ça s'adresse et plus globalement, quel positionnement on peut donner à ce tiers-lieu de santé à Givors. Alors l'introduction, voilà, à peu près 30 minutes, on va essayer d'être cadencé. Donc un premier exercice, si vous voulez bien, sur en fait la question, un mot pour qualifier ce que serait un tiers-lieu de santé sur le territoire de Givors. Comme l'a dit Marc, le tiers-lieu, c'est un mot un petit peu valise, et on reviendra dessus juste après pour avoir une définition, mais ça serait intéressant que dès le départ, sans a priori, vous puissiez nous partager pour vous votre définition d'un tiers-lieu, et plus particulièrement d'un tiers-lieu de santé. Donc si vous voulez bien, on va prendre 5 minutes à brûle pour point, comme ça. Chacun peut prendre la parole en un mot, et s'il peut se présenter sa structure. Et nous, on va noter les mots. C'est pas un exercice, on ne donne pas des notes à la fin, donc il faut se laisser aller sur l'imaginaire. Stéphane, bienvenue, mairie de Givors. Dynamique collective. Merci. Aurélie Lacroix, mairie de Givors également. Moi, ça entraîne de la curiosité. Curiosité, d'accord, merci. Lucille Assadas, préparatrice physique et préparatrice mentale dans les clubs sportifs et dans les associations. Le premier mot qui me viendrait à l'idée, ce serait diversité. Diversité, d'accord, merci. Bonjour, Paul Toutenu, médecin généraliste. Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ok. Céline Bobichon, orthophoniste à Givors. Échange. Échange, d'accord, merci. Je crois que... Porte ouverte. Porte ouverte, on va ajouter ça, d'accord. Bonjour, Mathilde Maton, chargée de mission sciences de la vie santé à la métropole de Lyon. Moi, c'est plutôt 2 mots, c'est fertilisation croisée, avec l'idée de croiser les regards et de s'apporter des compétences variées. Fertilisation croisée, d'accord, merci beaucoup. Et est-ce que... Ouais. Ah oui, il y a 2 personnes qui sont en ligne, et peut-être qu'elles veulent partager également leur... Elles sont partagées par écrit. Super. 2 mots, enfin, de chacune. Donc, il y a Madame Corinne Tienou, Hospital de la Cerne, qui a dit pluriactivité, lieu ouvert et lieu modulable. D'accord. Et Madame Delphine Thierry-Legrand, de la métropole, qui dit regroupement et complémentarité. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On voit qu'il y a des notions de transversalité, d'ouverture, de diversité et surtout d'échange qui ressortent. Et c'est très intéressant d'avoir joué le jeu et merci beaucoup. Attends, il reste deux personnes. 2 personnes, pardon. 3 même. Stéphanie Dumont, hôpital de Givors, donc lieu de rencontre. Et on vous remercie de vous associer à cette démarche parce qu'on n'a pas pu faire une coordination amont, mais bien évidemment, l'hôpital dans cet écosystème a toute sa place et même la première place. Et Jean Charmion, mairie de Givors, moi je dirais offre novatrice. D'accord, donc une notion d'innovation et de peut-être proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et oui, madame ?
Après, moi, j'aurais dit lieu d'échange, d'éducation, peut-être. D'éducation, c'est intéressant, oui, merci. Très bien, merci beaucoup. Donc on peut. On a le droit, nous, lieu foisonnant. Foisonnant. Ramona. Lieu d'ouverture d'esprit. Anthony. Écoute. Lieu d'écoute. La compréhension. Compréhension, d'accord. Lieu de lien. Moi, je dirais un lieu où on prend son temps. Tiffany. Non. Ah, mais il y a Laurine. Oui, Laurine. Bien-être, d'accord. Et Tiffany. Et moi, je dirais émergence. Émergence, très bien. Eh bien, on va pouvoir faire un superbe... Avec le mot confluence au pluriel. Confluence. Pour conclure, on va pouvoir faire un superbe nuage de mots à la suite de l'atelier, donc merci beaucoup. Moi, j'ai dit prendre le temps. Le care. Et le care également. Le care avec la bienveillance qui l'entoure. Très bien, donc c'est des notions qu'on va pouvoir revoir tout à l'heure, donc je vous propose qu'on avance. Donc les objectifs de l'atelier, on va les partager. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être de partager un socle commun pour qu'on soit d'accord sur à la fois les enjeux territoriaux autour du soin, de la santé, les enjeux locaux, et puis les enjeux autour de la notion de tiers-lieu, pour pouvoir développer in fine un projet pertinent et adapté donc au contexte de Givors et de son bassin de vie, parce que évidemment Givors n'est pas isolé, et l'idée c'est vraiment de mailler ce lieu avec les autres lieux du territoire. Donc l'idée c'est vraiment de prendre en compte les projets de Givors, mais aussi les autres projets autour. Et puis le deuxième objectif, c'est de co-construire, et c'est pour ça qu'on vous a rassemblés aujourd'hui, qu'on va faire des ateliers, co-construire un positionnement et une proposition de valeur pour ce futur tiers-lieu à Givors. Donc quelques notions de base sur les tiers-lieux pour qu'on soit un petit peu d'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu un mot qu'on pourrait dire galvaudé, parce qu'on l'utilise à toutes les sauces. Pour la définition, en fait, c'est un sociologue américain qui a formalisé une définition qui est assez ouverte, puisque il dit que le tiers-lieu, c'est un lieu de sociabilité qui n'est pas vraiment son domicile, qui n'est pas vraiment son lieu de travail, mais quelque chose d'entre les deux. Donc une définition en creux qui laisse place à beaucoup d'interprétations. Pour lui, en fait, le tiers-lieu vraiment original, ça serait la médiathèque, la bibliothèque, voire le café. Donc finalement, c'est un lieu où on se rencontre, et on peut mettre différents lieux derrière cette définition, mais on voit qu'il y a des spécificités qui reviennent pour chaque tiers-lieu. Tout d'abord, on parle de décloisonnement, et vous l'avez dit, l'idée c'est de permettre à différents usagers, différentes fonctions de se croiser dans un même lieu, et de laisser place à de l'hybridation, à de la fertilisation croisée pour augmenter les usages et puis laisser place à de l'innovation. La deuxième spécificité, c'est le faire. Les tiers-lieux, ce sont des lieux d'apprentissage où on va y aller par tâtonnement, on va pouvoir expérimenter des choses pour pouvoir rechercher des solutions qui soient vraiment adaptées au contexte local. Et enfin, je dirais que c'est la spécificité la plus forte, c'est la force du collectif. Un tiers-lieu, c'est toujours à la base d'un collectif d'acteurs qui se sont rencontrés, qui ont trouvé des biens communs peut-être à partager, qui se sont mis d'accord sur quelque chose et qui veulent faire avancer ce lieu au service de différents objectifs, que ce soit l'éducation, la santé, l'alimentation. Mais ce collectif est toujours présent dans la notion de tiers-lieu. Alors là, il y a beaucoup de textes, mais je ne vais pas vous le lire. Mais c'est juste intéressant de lire la phrase en gras. C'est une définition qui a été formalisée par le rapport coworking qui a été lancé en 2018 par le gouvernement, commandité par le gouvernement, parce que c'est vrai que c'est une notion qui foisonne, et donc c'est une association qui permet finalement de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'on entend par tiers-lieu. Et la phrase, je vous la lis, c'est: en résumé, dans un tiers-lieu, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe et on crée du lien social. Et ce dernier point, pour moi, c'est un point très très intéressant. Le tiers-lieu, ça peut aussi être un lieu ressource pour les habitants, un lieu où on va partager, échanger, sans avoir forcément un objectif précis en tête, mais on va pouvoir prendre le temps, on va pouvoir être dans un lieu ouvert, rencontrer des gens, et c'est ça qui fait la force justement de ces nouveaux lieux un peu hybrides.
Alors, une typologie rapidement des tiers-lieux, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses derrière les tiers-lieux. Là, c'est une typologie proposée par la coopérative des tiers-lieux, un acteur qui est assez structurant en France. On peut avoir des tiers-lieux plutôt orientés services, c'est-à-dire espace de coworking, café associatif. On va avoir des tiers-lieux tournés vers tout ce qui est la création, l'artisanat, avec des Fab Labs, des Repair Cafés, des garages solidaires. Des tiers-lieux plutôt orientés vers la question de l'agriculture, de l'alimentation, où on va pouvoir inventer les nouvelles techniques de demain, comme la permaculture, et encore des tiers-lieux plutôt à vocation éducative, avec toutes les Ed Labs, et donc des tiers-lieux aussi soutenus par le gouvernement, pour en faire des lieux d'innovation pédagogique. Et là, vous voyez, la typologie ne comprend pas les tiers-lieux de santé, donc ça laisse toute la place ouverte pour Givors pour développer justement ces nouveaux tiers-lieux destinés à la question du soin et de la santé. Alors, une dernière slide pour peut-être replacer la notion de tiers-lieu dans le développement territorial et pour vous montrer comment ces nouveaux lieux sont intéressants à travailler. D'une part parce qu'ils permettent de renforcer la capacité à créer des synergies et des mixités d'usage. Et ça force finalement les acteurs à ne plus travailler en silo, mais à dresser des ponts justement entre les disciplines. Si on fait un tiers-lieu de santé, évidemment, il ne sera pas uniquement vers la santé, mais on pourra raccrocher des sujets alimentaires, des sujets d'éducation, de pédagogie. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça force à travailler de manière décloisonnée. Enfin, donc, on a parlé de faciliter l'expérimentation et l'apprentissage par le faire. C'est vraiment un lieu où on fait d'abord et on va pouvoir peut-être théoriser les choses après. Et on inverse justement les manières de penser. C'est des lieux qui vont pouvoir favoriser les polarités et puis s'adapter aux évolutions urbaines. Aujourd'hui, on ne fait plus de l'aménagement comme on le faisait hier. On est plus dans une logique d'évolutivité des lieux, d'agilité. Comment on peut programmer des lieux qui peuvent évoluer dans le temps parce que les usages vont être amenés à changer. Et puis enfin, le dernier point, c'est d'impliquer une communauté porteuse du projet. Un tiers-lieu, pour qu'il marche, il faut que ça émane finalement d'un collectif local. On ne peut pas prendre un tiers-lieu qui marche très bien à Lille et le dupliquer à Givors, ça ne marchera pas. Il faut une envie et une implication locale. Voilà pour la notion de tiers-lieu. Alors, pour ce projet, c'est important aussi de le replacer dans un contexte beaucoup plus global, et notamment celui de la métropole. Et on vous a rappelé quelques éléments stratégiques portés par la métropole, avec 4 éléments qui nous semblent structurants à avoir en tête pour penser notre projet de tiers-lieu. Tout d'abord, c'est le PAT, ce qu'on appelle le Programme alimentaire territorial porté par la métropole. Donc c'est un document structurant qui vise à recréer des liens entre les producteurs, les consommateurs, pour finalement aider et favoriser une alimentation plus saine sur le territoire. Il y a également un autre document stratégique qui est le plan santé, le PCAET, qui vise à lutter notamment contre tout ce qui est autour de la pollution. Alors, je vais très vite et peut-être que la métropole, je fais des raccourcis, mais c'est juste pour vous dire qu'on ne raisonne pas en vase clos et on s'appuie bien aussi sur ce qui se passe à la métropole. 2 indicateurs clés qui sont importants à avoir en tête, c'est l'alimentation et l'activité physique. Et ça, c'est peut-être des thématiques qui seront à mettre en lien justement dans nos activités, dans nos services proposés dans le tiers-lieu. Et puis un enjeu fort autour de la prévention, chose qu'il faudra peut-être aussi travailler dans notre tiers-lieu. Alors, je vais laisser la parole à Tiffany pour avoir des éléments du contexte local. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le macro du territoire, avec ce diagnostic territorial de santé, en partant de la population pour faire émerger les besoins, en fait. Donc la démographie de Givors, il en ressort que c'est une population jeune, à tendance jeune, avec une plus forte proportion de moins de 15 ans et de jeunes adultes. Et au niveau des catégories socio-professionnelles, on a une majorité d'actifs, mais aussi plus important que la moyenne nationale, autres professions que sont les chômeurs et les personnes sans activité ou retraités.
Ce qui est à noter, en connaissance de cause, vous connaissez tous le territoire de Givors, c'est surtout le taux important de pauvreté du territoire qui est vraiment à intégrer dans une démarche effectivement d'intérêt de la santé de la population. Il en ressort en fait des tendances de besoins particuliers par rapport aux particularités de la population de Givors, que vont être la prise en charge de la périnatalité, et également des troubles psychosociaux. C'est quelque chose qui ressort autant sur le bassin givordin, mais aussi dans le plan régional de santé de la région Aura, qui correspondent autant à la pauvreté de la population, mais aussi à la majorité d'actifs, et un besoin aussi extrêmement prégnant de la prévention sur ces populations. Sur cette slide, vous n'avez pas tous les pros de santé recensés, mais on est quand même sur une carence assez globale de l'offre de soins au niveau libéral. Donc, on a parlé des besoins de la population, de l'offre de soins, mais au niveau de la consommation du soin, on est en rapport avec la démographie de Givors, c'est-à-dire une forte prévalence des ALD, donc les affections longue durée, notamment au niveau du diabète, des tumeurs malignes et des affections également psychiatriques. Alors, c'est effectivement la population précaire qui va nous donner ces chiffres-là, dans le sens où on peut avoir des populations parfois avec des catégories socio-professionnelles plus élevées en ayant le même taux d'ALD. Cependant, on va être sur ces taux-là parce qu'on a des populations plus âgées. Et donc, ce qui ressort du diagnostic santé, que je vous ai passé assez rapidement, c'est le besoin de revaloriser l'offre de soins sur le territoire, notamment au niveau libéral, prévenir la carence en médecine générale actuelle, mais aussi à venir, parce qu'on a une forte proportion de médecins généralistes qui ont plus de 55 ans aujourd'hui, et puis prendre en compte aussi la prise en charge des affections de longue durée, qui sont des pathologies très consommatrices de soins curatifs, mais aussi avec des besoins d'éducation thérapeutique plus forte, et aussi d'observance plus importante. Donc avec un spectre plus large de prise en charge, de besoins de prise en charge chez la population. Les enjeux du maillage territorial sont multiples, avec donc aujourd'hui la MSP qui va s'inscrire, la maison de santé pluriprofessionnelle, dans le projet du pôle santé, la CPTS qui est en cours de création sur le bassin, et le projet également de l'hôpital de Givors, dont vous pourrez peut-être plus nous en parler également par la suite en groupe, avec la volonté de l'hôpital aussi de mettre en place un lieu de prévention plus poussé, ce qui est ressorti des entretiens dernièrement. Je laisse la parole à Marc. Monsieur le maire vient de nous rejoindre. C'était pas forcément sa présence, c'était compliqué pour qu'il se dise, mais je vais lui demander qu'il nous rejoigne. Bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai, je prends monsieur le maire à dépourvu, qui est aussi notre président de la SAGIM. C'était simplement pour situer sur cette carte, tout à l'heure Dalila avec justesse, elle disait, le pôle de santé, ça va être l'épicentre du nouveau centre élargi de Givors, à la fois le centre ancien et ce cordon ombilical qui est la rue Victor Hugo, qui après franchit l'autoroute, et après la rue Ligonnet. Et donc, le but, c'est que l'action de santé soit une première action, ce premier tiers-lieu soit une action très très forte pour que justement on remaille la ville en donnant un signe très très fort que la santé, l'alimentation sont une priorité, et elle sera symboliquement à l'épicentre de ce point. Donc c'est un projet politique, et je vais prendre au dépourvu monsieur le maire, mais pour qu'il accompagne cette ambition et ce défi qui nous est donné de relever et de relever avec vous. C'est pas un objectif politique, c'est une priorité politique. Elle est portée par mon adjointe ici présente, et ainsi que Madame Alali, et je sais qu'elle a à cœur de veiller et de faire en sorte que la santé prenne toute sa place sur notre territoire, et pas uniquement, vous voyez, là c'est je vais dire, la colonne vertébrale, mais qui va au-delà de Givors, c'est du bassin de vie. Je
veux dire, l'hôpital doit participer, tous les acteurs de la santé doivent participer, et notre territoire Givors doit participer à faire en sorte que la santé soit une priorité pour qu'on puisse répondre aux besoins de nos concitoyens. Et véritablement, vous avez là Madame Alali qui œuvre en tout cas pour le compte de la majorité, pour moi-même sur ce volet-là. J'ai pleine confiance tant à la SAGIM qu'au service de la ville, aux élus, mais en vous tous, pour faire en sorte que la santé reprenne toute sa place sur notre territoire, et de faire que nous trouvions les solutions adaptées aux besoins de nos concitoyens. C'est une priorité pour nous. Je veux dire, c'est pas, même si vous pouvez entendre ici ou là les questions de sécurité, les questions de lien social, surtout, je pense que la santé participe pleinement à la cohésion sociale de notre territoire, et vous y êtes tous les uns les autres, des acteurs, et des acteurs sur lesquels nous comptons. Donc voilà, vous êtes avec Madame Alali, je ne vais pas faire plus long, avec Monsieur Roch pour la SAGIM. Il y a aussi l'hôpital aussi, je crois, qui est présent. Voilà, Madame Dumont. Donc tout ça, tous les acteurs, la métropole aussi. Donc voilà, véritablement, vous êtes tous et toutes des acteurs importants pour notre territoire, pour notre commune, et faisons en sorte d'avoir un projet global qui apporte et qui répond aux besoins de nos concitoyens, qui eux aussi sont aussi une particularité de notre territoire, avec beaucoup de formes de fragilité. Donc on a besoin aussi de les accompagner, de les aider. Merci à vous tous, et merci à notre directeur général de la SAGIM d'avoir monté ce temps collectif pour savoir, je vais dire, nous aider à mieux comprendre, à savoir où on va. Et merci aussi à Madame Alali de tout le travail qu'elle fait, j'allais dire, pour le compte de la majorité municipale. Merci à vous tous, voilà, et bon travail à vous. Merci Monsieur le maire, et merci Monsieur le Président. Je te repasse le micro. Alors Marc, il y a juste une slide sur la MSP, si tu veux en dire deux mots. Oui, bien sûr. Alors, Dalila l'a présenté. Il est clair que, j'allais dire, les fondations, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle, c'est là où on doit apporter. Mais au-delà de la réponse immobilière, on doit apporter une réponse, en fait, d'interaction, à la fois en tant que professionnel, avec les soignants, et on tient aussi avec les apprenants. L'idée, c'est que dans cette maison de santé, c'est 800 mètres carrés dans un premier temps, mais ça pourrait être développé, voire bien au-delà, si on accueille d'autres activités. Rappelons que la MSP, c'est 15 à 20 professionnels aujourd'hui, avec bien sûr des bureaux qui vont être individualisés, mais c'est aussi des espaces partagés, espaces de réunion, espaces de coworking, on va même dire de co-living, pour qu'il se passe des interactions au sein de cette maison de santé pluriprofessionnelle. C'est aussi, et Dalila en a parlé, c'est l'apport d'une locomotive qu'est le laboratoire médical Unibio, qui veut repositionner son site pour l'accueil de clientèle et qui va permettre de drainer une clientèle importante. On a aussi un pôle infirmier, et ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas avoir un pôle de cardiologie, pourquoi pas un pôle de radiologie, et surtout faire venir des spécialistes en temps partagé pour un jour, pour quelques heures. Rappelons qu'aujourd'hui, la télémédecine se développe, donc, et l'idée, c'est de le mailler à l'échelle de la métropole, et que si on a envie d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre en présentiel ou en distanciel, si on a envie d'avoir tout un tas de spécialités, on pourrait dans ce lieu avoir un relais. Et aussi un point important, on l'a vu avec les acteurs de la CPAM, c'est d'avoir aussi un lieu de prévention et un lieu d'échange ouvert. C'est amener les gens à venir vers ce lieu, hein, et de venir d'une manière choisie et non subie. Et la relation avec l'hôpital, bien sûr, et on va amorcer cette réflexion, elle est complémentaire. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc d'un projet immobilier, nous voulons en faire un projet d'interaction, à la fois médical, sur la santé et sur différents points. Et on a besoin de vous pour justement préciser ce mot valise de tiers-lieu. Vers quoi va-t-il nous mener ? Pour nous, finalement, il y a trois questions à traiter pour ce tiers-lieu. C'est en quoi ce projet de tiers-lieu de santé peut contribuer à déployer la stratégie portée par la commune, mais aussi par la métropole. Comment ça s'inscrit vraiment dans les objectifs, les grandes orientations.
Évidemment, en découle la question du positionnement pour ce lieu hybride, et puis également comment ça peut s'inscrire dans toutes les initiatives locales qui sont déjà en cours, que ce soit des actions portées par des associations, par des acteurs privés, par des acteurs publics. Et là, on revient aussi à la notion d'hybridation dans les tiers-lieux, c'est-à-dire comment on organise la rencontre de différents acteurs qui normalement ne travaillaient pas vraiment ensemble, les acteurs privés, les acteurs publics associatifs, et comment justement on arrive à créer un écosystème pour favoriser finalement les interactions entre ces acteurs. Évidemment, ces 3 questions sont à mettre en lien avec les enjeux locaux que Tiffany nous a rappelés. Donc, on est face à une population précaire, multiculturelle, avec une prévalence du diabète, avec un taux important de familles monoparentales, avec l'enjeu de la pollution qui est de plus en plus prégnant, et puis évidemment cette carence de l'offre de soins en médecine générale. Avec en parallèle donc les objectifs du projet. Je vous les rappelle parce que c'est important de les avoir en tête. On veut faire de ce lieu un lieu catalyseur d'interaction entre les patients, les soignants et les apprenants praticiens. On veut favoriser l'innovation. Et puis également, ce lieu pourrait participer à l'attractivité du territoire, que ce soit pour les habitants, mais aussi pour les praticiens, pour attirer justement et renouveler les praticiens sur Givors. Également, ce qui est important, c'est d'être en lien avec les lieux de santé sur le bassin de vie de Givors et en premier lieu donc l'hôpital. Et puis, évidemment, il y a des bénéfices recherchés vers la population qui peut être en décrochage vis-à-vis du système de santé. Comment, je reprends les termes de Marc, on peut réussir à faire venir les gens ou les amener vers ça dans un lieu qui serait peut-être moins médicalisé qu'un hôpital et qui serait peut-être plus accueillant, plus ouvert pour des personnes qui seraient un peu rétifs à ce genre de lieu. Alors là, on vous a mis la liste des acteurs qu'on a pu rencontrer en amont de cet atelier et je vous remercie justement toutes et tous d'avoir participé à ces séries d'entretiens qui nous ont permis vraiment de saisir les spécificités du territoire et de comprendre quels sont les enjeux. Donc évidemment, merci à Madame Alali, merci à Céline Jouve qui est orthophoniste à Givors, habitante de Givors et qui sera présente dans la future maison de santé. Madame Dubon, merci beaucoup, directrice de l'hôpital. Mathilde Maton qui est là aujourd'hui, qui travaille à la métropole de Lyon. Pauline Kérou-Galera qui n'a pas pu être là mais qui est directrice des centres d'examen de santé. Sylviane Comte, merci beaucoup parce que c'était très intéressant votre échange. Et puis Mathieu Campello qui travaille à la CPAM, qui est responsable de tout ce qui est référent MSP et CPTS. Alors donc, je vous propose d'aborder ce second temps. On va essayer d'aller un petit peu rapidement pour garder du temps justement pour les ateliers. Dans ce temps de cadrage, en fait, on voulait vous présenter quelques éléments de connaissance, même si vous les connaissez, mais vous les présenter d'une manière peut-être un petit peu différente, dans le sens où on les a présentés en tendance lourde et émergence. Pour qu'on comprenne bien quelles sont finalement les grandes tendances, la toile de fond aujourd'hui sur cet écosystème qu'on a représenté à travers ce schéma. Donc pour nous, en fait, on a considéré que l'écosystème du santé et du soin tournait, on va dire, on est un peu généralisé, mais autour de 5 grands acteurs qui sont les praticiens de santé, les acteurs privés, les patients, les apprenants praticiens et puis les acteurs publics. Cet écosystème aujourd'hui, Kian, si tu peux avancer, il est traversé en fait par différentes évolutions, des évolutions économiques, sociétales, technologiques ou législatives, qui font que justement cet écosystème tend à évoluer. Et aujourd'hui, on va essayer de saisir justement ces changements, ces évolutions pour se dire quelles réponses on peut apporter dans ce tiers-lieu, prenant acte de toutes ces évolutions, comment nous, on peut être novateurs justement en termes de réponses. Donc on a organisé en fait cette analyse sous forme de, je vous le disais, tendance lourde et émergence. Tendance lourde, en fait, c'est la toile de fond, c'est des choses qui sont là depuis un certain nombre d'années, qu'on peut observer. Et les émergences, c'est plutôt des phénomènes qui commencent à émerger, qu'on voit arriver et qui peuvent justement être précurseurs de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. Et c'est justement les interactions entre ces tendances lourdes et ces émergences qui sont intéressants de regarder pour se dire, qu'est-ce qui va se passer demain. Alors pour pardon, Kian, je veux bien que tu reviennes sur... pour les praticiens de santé, on vous a présenté quelques tendances lourdes et émergences. Alors évidemment, c'est pas du tout exhaustif et c'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est pour que vous ayez quelques éléments en tête pour préparer l'atelier.
Donc en termes de tendance lourde, les praticiens de santé, évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il y a un vieillissement de nos praticiens de santé, une baisse du nombre des praticiens et une sollicitation accrue pour leur intervention, et puis une baisse des moyens d'action. En termes d'émergence, et ça je tiens à le souligner, c'est un engagement fort des praticiens de santé à Givors, à commencer par Madame Jouve, parce qu'ils se sont vraiment impliqués pour cette maison de santé pluriprofessionnelle, et c'est vraiment un beau projet et il faut justement le souligner. Une volonté pour les praticiens de santé de concilier vie privée, vie professionnelle, et notamment avec l'arrivée de cette nouvelle génération qui a des exigences, des attentes particulières, comment on peut répondre à ces nouvelles attentes. Évidemment, des pratiques en lien avec les établissements publics de santé, à commencer par l'hôpital. Et puis, on voit de plus en plus des actes de prévention, des actes d'éducation thérapeutique, comment justement on peut les intégrer aujourd'hui dans des nouveaux établissements, comment on peut peut-être faire évoluer les pratiques vers des actes d'éducation thérapeutique. Et puis, enfin, comme émergence, on va vers une plus forte coordination des soins et des parcours de soins optimisés. Alors, pour les acteurs publics, alors quelques tendances lourdes, on va de plus en plus vers des pôles de santé pluridisciplinaires, avec une mise en réseau renforcée justement de ces lieux de soins. Également, on voit de plus en plus de synergies, de partenariats se faire, notamment avec les maisons de santé, mais aussi les centres sociaux d'action sociale. En termes d'émergence, on va de plus en plus vers une approche globale de la santé, finalement une vision holistique, où on prend à la fois en compte la prévention, le soin et puis l'après. On va aussi peut-être vers des médecines qu'on appelle alternatives, douces, comment on peut les intégrer. Une attention portée à l'environnement du patient. On ne va pas uniquement voir le patient, mais aussi voir comment il agit dans son environnement, comment l'environnement interagit également sur sa santé. Et puis, ça, on l'a vu justement pendant le confinement, l'émergence de ce qu'on appelle du care, du soin. Comment on peut redonner une place à cette bienveillance dont vous parliez, madame, que ce soit bienveillance envers les personnes, envers l'environnement, envers justement notre mode de vie, finalement. Concernant les apprenants praticiens, donc en termes de tendances lourdes, et ça c'est important à rappeler, on va avoir un départ à la retraite de près d'un tiers des médecins généralistes d'ici 5 ans. On a une féminisation des métiers du soin, mais aussi une certaine précarité qui va avec. Et ça, on l'a bien vu avec tout le poids sur les aides-soignantes, les infirmières pendant le confinement. Et puis un désintérêt marqué pour l'installation isolée. Et puis une tendance sur le salariat pour les médecins. Donc, émergence, je l'ai remis parce que c'était intéressant, une attention renouvelée au care, une nouvelle génération aux attentes fortes, moins d'isolement, une envie d'innover, de se regrouper, et puis une fidélisation à construire pour les nouveaux praticiens sur un territoire, et puis un besoin de diversifier l'activité pour ces praticiens. Enfin, donc pour les patients, on a évidemment une population vieillissante qui a le désir aujourd'hui peut-être de mieux vieillir chez soi, d'adapter son logement, avec une augmentation donc, des affections longue durée, et puis évidemment une inégalité de l'accès aux soins. Givors est un exemple à ce titre, et puis une disparité des habitudes de vie. Finalement, c'est ce qu'on disait, c'est comment l'environnement agit sur le soin et sur sa santé. En termes d'émergence pour les patients, on est vraiment dans la construction de parcours de soins pour les patients, avec des parcours continus, sans couture, et d'où l'intérêt des maisons de santé, où on va essayer de diminuer le nombre de rendez-vous pour que finalement la personne et le patient ne nous échappent pas et qu'ils puissent avoir une prise en charge complète. On a des patients de plus en plus acteurs de leur santé, avec des sites internet qui fleurissent et où le patient va peut-être poser son diagnostic avant celui du médecin. Comme je vous disais, une volonté de minorer le nombre de prises de rendez-vous. Et puis un volet qui est très important, le volet psychologique, qui est de plus en plus important à traiter, et notamment à Givors, mais aussi partout en France à la suite donc, du confinement. Et enfin, donc, pour les acteurs privés, on voit en termes de tendance lourde une montée en puissance des outils qui permettent donc de répondre à cette approche holistique de la santé, avec vraiment, là, on le voit, ce virage numérique permis par des outils digitaux, mais en parallèle à un millefeuille administratif qui reste encore très lourd, justement, pour coordonner tous ces acteurs de la santé.
Donc en termes d'émergence, on a la télémédecine qui est en forte hausse suite évidemment au Covid, une massification des usages du numérique, et puis aussi une transformation en cours des modalités d'exercice de la profession, comme ça fait le lien avec donc les tendances de la volonté de ne pas s'isoler, de diversifier son activité. Voilà pour ces éléments. C'était un petit peu long, mais ça nous permet finalement de poser quelques questions aujourd'hui. Comment peuvent évoluer les comportements et les attentes des patients, des praticiens, des apprenants praticiens et des acteurs publics et privés? Quelles sont les conséquences pour les parcours de soins? Et comment aujourd'hui on peut faire évoluer... alors là, on a mis la maison de santé, le projet est là et il va évoluer, mais comment on peut justement... prendre acte de ces évolutions et faire ce tiers-lieu qui puisse répondre justement à toutes ces évolutions. Et comment faire le lien avec l'hôpital, avec la maison de santé, avec tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui. Alors là, on vous propose un petit temps pour que vous puissiez respirer et peut-être prendre la parole avec 2 questions. Quelles sont pour vous les tendances lourdes et les émergences qui sont les plus importantes au regard du contexte local? Ce que je vous ai présenté, c'était un cadrage assez général, mais peut-être que vous sentez des choses plus particulières à Givors qui seraient intéressantes de partager. Et puis, quels sont les éléments majeurs à prendre en compte? Alors là, c'est plus des éléments, on va dire, de jeu d'acteurs, d'environnement ou de contextes sociaux qu'on aurait peut-être oublié de mentionner et qui seraient pertinents à nous partager pour justement ce projet de tiers-lieu. Si quelqu'un veut éventuellement partager soit une réaction, ça peut être aussi autre chose, hein, pas forcément en lien avec ces 2 questions. Déjà, merci pour cette présentation, parce que vous avez fait un travail déjà remarquable de cadrage et je partage vos constats sur effectivement toutes ces tendances lourdes et les émergences. Je pense qu'il est urgent de repenser l'usage, de la manière de faire le soin et de pratiquer la médecine et la santé. C'est ce qu'on voit poindre, mais ça vient des patients, ça vient des professionnels, ça vient d'un peu de partout. Donc je pense que vous avez déjà pointé du doigt tout ce qu'il y avait à faire. Après, je pense quand même une grande tendance, c'est de repenser la santé en partant sur la prévention. On est très en retard dans le monde et en Europe surtout. Et ça... c'est la clé en fait. Plus on va prévenir, moins on va avoir besoin de santé pure. Et ça peut être un axe important. Et les collectivités y sont fortement attachées. Et comme la métropole, on porte les compétences en santé publique. On a tout ce volet prévention auquel on est très, très attaché, notamment pour les publics fragiles qu'on accompagne, personnes âgées, personnes handicapées, tout ce qui est autour de la PMI, de la périnatalité, où il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. C'est plus une remarque et un complément. Merci beaucoup. Je vais passer la parole. Oui, alors moi j'ai plutôt une question en fait, là, plutôt que des réponses. C'est la question, le tiers-lieu, c'est forcément un lieu supplémentaire par rapport à la MSP ou pas? Alors, ouais. Ou c'est un concept de partenariat entre les différents acteurs de la MSP? Il englobe en fait. Oui. Aujourd'hui, le tiers-lieu dont on parle aujourd'hui, effectivement, aura vraiment cette fonction tiers. C'est-à-dire que la maison de santé a sa vie propre, son fonctionnement propre. Et ce tiers-lieu, il y a tout à créer justement pour faire émerger des nouvelles pratiques, des nouvelles façons d'accueillir la population, qui est à ce moment-là plus un habitant de Givors qu'un patient. C'est-à-dire cette hybridation et cette convergence de culture santé, de culture annexe, pour accueillir différemment en fait les habitants de Givors, en faisant de la pédagogie pour les amener à prendre soin d'eux, mieux prendre soin d'eux ou prévenir le soin pour eux. Mais il y a une connexion entre la future maison de santé et le tiers-lieu, selon la volonté des professionnels de santé. Il y a une continuité, mais à la fois aussi quelque chose de bien défini, dont cet atelier marque le démarrage de la définition des contours, en fait, de ce que va être ce tiers-lieu. Et
l'enveloppe globale, c'est le pôle de santé, en fait, qui va regrouper la maison de santé pluriprofessionnelle, le tiers-lieu, et puis le pôle santé proprement dit, avec aussi éventuellement des professionnels de santé qui n'appartiennent donc pas directement à la MSP, mais qui pourront venir, comme a dit Marc, en temps partagé pour apporter une meilleure offre de soins aussi sur le territoire. Oui, c'est vrai que la réponse, soyons clairs, je vais passer la parole à Céline, c'était, on est venu voir la SAGIM et la ville pour avoir une réponse immobilière. Et nous, on a dit la réponse immobilière, elle est nécessaire mais pas suffisante. Et c'est pour ça qu'on a employé un mot barbare. On a dit il y a 5 façades dans un immeuble, normalement, mais là, on vous propose une 6e façade. Cette 6e façade, elle vient s'adjoindre devant le bâtiment. Et c'est ce lieu d'interface que les Grecs appellent l'agora ou le forum, qui est un lieu d'échange fort et qui permettra à quelqu'un d'arriver et de repartir s'il le souhaite, ou d'arriver et d'être routé vers les infirmières, vers le laboratoire, vers la MSP ou vers d'autres spécialités. Et que ça peut être aussi des lieux où il se passe des mini-forums, où il se passe des choses. Ça peut être un café de la santé, ça peut être ce que l'on veut. Mais l'idée, c'est qu'on le nourrisse ensemble. Nous, on a ce concept de 6e façade, hein, qui déjà est aussi un mot valise. Hein, mais le tiers-lieu, en fait, c'est ce qui regroupe tout. Et le tiers-lieu, c'est pas simplement sa facture matérielle, mais c'est toutes les interactions soignants, soignés et apprenants. Alors, Céline, je vais lui passer la parole parce qu'elle le vit, parce qu'elle porte cette future CISA. Le but... Non, pas toute seule, mais elle est une des porte-paroles. Hein. On a 2 personnes et on a aussi un autre médecin qui est présente. C'est de dire, mais on doit se projeter dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Donc on doit apporter l'immobilier, c'est un investissement de 20 ou 30 ans. Donc apportons une réponse immobilière qui soit adaptée aux changements que l'on connaît par la crise sanitaire, la crise technologique et cette crise et cette approche, comme on l'a dit, holistique de la santé. Céline. Merci Marc. Alors moi je reviens par rapport à la question, là je porte mon regard d'orthophoniste, hein, clairement, parce qu'effectivement la patientèle a bougé et clairement on a des... Alors moi j'ai vraiment des patients de tout âge, mais c'est vrai que des tout petits on en a de plus en plus. Il y a vraiment de très très gros efforts à faire au niveau de la prévention, mais l'école est déjà là, la PMI est là, mais c'est pas suffisant. Et moi qui suis orthophoniste, c'est des patients que je vois toutes les semaines, donc je rentre un peu dans les familles aussi, donc c'est vrai que les parents commencent à s'impliquer aussi un peu plus. C'est à nous aussi, je pense, aux professionnels aussi de faire venir hein, les parents, les impliquer davantage aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Après la population vieillissante, j'en ai aussi de plus en plus. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là parce qu'il y a des personnes isolées. Mais bon, ça, c'est pas propre à Givors, mais voilà, moi c'est mon territoire de toute façon. Donc c'est ce regard que j'ai. Donc voilà, beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention, de l'accompagnement, vraiment des familles, des parents et des aidants de manière plus large. Hein. Je parle des parents, mais ça peut être les aidants, ça peut être les enfants des personnes âgées. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur le territoire et effectivement, je pense qu'il y a une volonté des professionnels aussi de changer leur façon de travailler de toute façon parce que on est dans des situations assez inconfortables aussi et nous-mêmes en tant que professionnels ça nous questionne donc on a envie de bouger donc je pense qu'il y a cette volonté qui est de plus en plus sensible notamment peut-être chez les jeunes praticiens mais je pense que voilà. Oui, alors le diagnostic que vous avez réalisé, la présenté, reprend tout à fait les thématiques des MSP et des CPTS. Moi, je rejoins complètement le fait de faire en sorte que le territoire soit attractif et je pense que votre tiers-lieu pourrait être vraiment un très très bon exemple. Nous, ce qu'on pousse un petit peu, surtout au niveau des CPTS, c'est d'accompagner justement les praticiens à s'installer sur des territoires compliqués. Hein. Moi, je gère Vénissieux et Vaux-en-Velin, c'est la même problématique. Et en fait, permettre un lieu d'accueil pour ces nouveaux praticiens, pour accueillir également tous les étudiants en médecine. Je pense que ce tiers-lieu
aurait vraiment vocation à cette activité. Parce que vous avez évoqué le fait de permettre des vacations de spécialistes. Alors ça, c'est, je dirais, l'ADN de la MSP. La MSP peut très bien accueillir des vacataires spécialistes. Et je dirais, j'en reparlerai avec les porteurs du projet de la MSP. Mais le fait de prendre des vacataires comme ceci, ça va permettre un financement supplémentaire, hein, puisque la MSP, elle va être financée par un accord conventionnel interprofessionnel. Et nous avons donc un minima, des socles, des indicateurs socles, mais on a également ce type d'indicateur qui va valoriser la rémunération de la MSP. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu dire, finalement, les vacations pourraient être intégrées dans les locaux de la MSP. Par contre, il y a un véritable enjeu à faire en sorte que le territoire soit attractif. Paul ? Oui, bonjour, Paul Toutenu, du coup, médecin généraliste. Et ben pour rebondir du coup sur ce que vous disiez, moi je pense que le constat principal, en fait, c'est le manque de professionnels. Et donc pour répondre un peu à cette problématique, en fait, moi je suis en train de monter là avec 5 ou 6 autres médecins une structure en face des impôts là à Givors, où on va accueillir des patients, donc un genre de centre de soins non programmé, enfin ça sera programmé quand même à la journée, ce sera des rendez-vous donnés à la journée probablement, du coup, qui sera ouvert du coup tous les jours, 7 jours sur 7, probablement 9h, 23h, enfin c'est à affiner encore, où on va accueillir du coup toute cette demande, enfin on va essayer en tout cas d'accueillir toute cette demande en soins primaires qui pour l'instant n'a pas de réponse, parce que les médecins généralistes ne sont pas assez nombreux pour absorber la demande. Voilà, donc c'est vrai, et du coup, on va bon, pour l'instant, on en est à l'embryon, si vous voulez, mais on va essayer de se rapprocher de tous les acteurs donc, présents ici. Moi, Muriel Tardif, j'avais déjà entendu parler d'elle via la MSP où je travaille à Saint-Andéol, pour essayer d'articuler tout ça avec le territoire, avec le maillage de la ville de Givors. Preuve en est que ce territoire est attractif. Alors, oui. Allez-y. Alors, moi, j'avais une petite interrogation quant à l'accessibilité par rapport aux personnes les plus démunies. Qu'est-ce qui va les faire venir dans ce lieu-là, plus qu'ailleurs? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être mis en place pour qu'ils puissent venir plus facilement et qu'on puisse enlever certains freins qui existent? Ça, c'était ma première interrogation. Et la deuxième interrogation, c'était effectivement sur le versant préventif précoce. Qu'est-ce qui va être mis en place, puisqu'on sait que plus les gens intègrent ce genre de lieu précocement, et plus on sait qu'ils auront l'habitude d'y venir. Vous permettez une très bonne transition, parce que ça va être une des thématiques de l'atelier qui va suivre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout à définir, justement, ces enjeux-là. Comment créer de l'attractivité, comment répondre, à quel besoin va répondre le tiers-lieu, en tout cas ce lieu hybride. Et on met en place avec la ville un questionnaire population. On a questionné les acteurs institutionnels du territoire, ou en tout cas éventuellement partie prenante du sujet. Et durant tout l'été, on met en place le questionnaire population pour récupérer sur le terrain vraiment les interrogations, les besoins. Ça va faire émerger effectivement des choses aussi plus particulières qui vont nous permettre de définir petit à petit en entonnoir plus précisément à l'automne quelle va être la carte d'identité du tiers-lieu et qu'est-ce qui va être véritablement proposé, comment on va le diffuser, qu'est-ce qui va attirer les gens par rapport à leurs besoins, par rapport à toute la pédagogie qu'on peut y mettre pour que justement ça soit un vrai lieu de vie et dynamique. Oui, juste, donc Stéphane, bienvenue, mairie de Givors. Votre diagnostic reprend en partie les éléments du contrat local de santé, puisque, alors j'en rajouterai au moins 2 par rapport à ce que vous avez dit, qui me semble, voire 3, qui me semble essentiel. C'est la question des addictions, voilà, mais c'est des sujets vraiment spécifiques. La question de la langue, de l'accès au droit et de la langue,
qui est aussi une problématique majeure, et la problématique de la dématérialisation dans la question de l'accès au droit. Et je pense que la réponse au tiers-lieu, c'est la question de la réponse de la bienveillance et de pouvoir rentrer dans un lieu où les publics seront accueillis avec cette bienveillance-là. Et si on interroge la question de la langue et la question de la dématérialisation dans ces lieux, ça peut être extrêmement aidant. Et pour revenir, donc c'est la question de l'accès au droit en général, hein, qui fait partie de l'un des axes du contrat local de santé. Donc on rentre, ce tiers-lieu serait une réponse extrêmement pertinente à cet accès au droit pour tous, au droit à la santé. Et puis sur la question du partenariat, donc on a évidemment travaillé avec la CEPAM, puisque et la MSAP accueille la CEPAM, et aussi la CEPAM a activement participé à l'élaboration du contrat local de santé, donc c'est un partenaire. Et si vous souhaitez avoir le listing complet des partenaires publics sur le territoire d'Ivors, je suis évidemment à votre disposition puisqu'on a le listing. Je rajouterai juste la problématique des CMP, CMPP avec le manque aussi de psy sur le territoire givordin, qui est un sujet absolument majeur. Je vais juste répondre à madame sur la question de comment on fait venir les publics, et ça, on l'a évoqué avec madame Comte, et c'était vraiment intéressant. En fait, tout l'enjeu, c'est de ne pas faire de ce lieu un lieu médicalisé, mais un lieu ouvert et convivial. Je pense que s'il faut retenir un terme, c'est peut-être ça, c'est se dire on va échanger, partager un bon moment, et par ricochet, on va peut-être pouvoir leur parler de sujets de santé, de soins, d'alimentation. On a évoqué la question justement de la cuisine, d'ateliers de cuisine, comment on peut créer de l'animation, un moment de partage, de convivialité autour d'ateliers de cuisine, et puis par un détournement assez judicieux par des professionnels de santé comme des diététiciens, on peut leur dire le régime méditerranéen, il y a des vertus, peut-être que on va peut-être pas prendre des desserts à chaque repas, enfin je dis n'importe quoi, c'est pas mon métier, mais en tout cas vraiment axé sur un lieu où on va pouvoir passer un bon moment en fait. Et peut-être leur demander ce qu'ils ont besoin. Et c'est à partir de là qu'on pourra démarrer peut-être la prévention. D'où l'intérêt du questionnaire. Voilà. Parce que la 6e façade, moi très clairement, Ramona peut en témoigner, je la voyais comme un atelier de cuisine. C'est-à-dire que, oui, tout à fait. C'est-à-dire on vient, pourquoi pas faire sa cuisine, on a dépassé largement le café, c'est peut-être une loi, mais c'est un endroit de convivialité. Et on pourra vous montrer des images. C'est vraiment l'espace d'accueil pourrait être l'espace d'une cuisine. Je rappelle que dans la famille, la pièce principale, c'est la cuisine. Donc, et c'est là où on se parle, c'est là où on échange. Et vous avez raison, et Stéphane le disait, il faut que ça soit un lieu d'accueil multilingue, multiculturel. Et l'idée, c'est qu'on ait de la signalétique dynamique et de la présence humaine. Et là, c'est vrai que le partenariat et la ville aura son rôle à jouer, parce qu'à un moment donné, les professionnels de santé et autres devront suivre. Parce que nous, ce qu'on aimerait en faire, c'est un lieu d'interaction. Alors, on va tout donner les moyens pour qu'il y ait ce lieu physique, mais après, les interactions, c'est vous qui allez les faire. Docteur, qui est impliqué dans la MSP, quel est votre... Après, moi, dans les grosses problématiques de santé, c'est surtout les questions donc, liées au niveau psychique, parce que il n'y a pas de CMP ni à Givors, ni à Condrieu, c'est catastrophique. Et la deuxième chose, c'est la prise en charge de l'obésité, qui est assez compliquée, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. C'est une grosse problématique. Et puis la troisième au niveau prévention, parce qu'il y a beaucoup aussi de taux d'invalidité dont on n'a pas parlé. Je pense que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de patients en invalidité ou qui vont le devenir. Et voilà. En prévention du travail, peut-être. Voilà. Merci beaucoup. On a la beaucoup. chance d'avoir deux actrices qui auront une autre entrée. Est-ce que vous, par rapport à cette entrée santé et à votre présence, et merci. Moi, je suis éducatrice en activité physique adaptée et j'ai surtout travaillé dans les hôpitaux. Et la question qui se pose justement par rapport à la population, c'est que l'activité physique adaptée est en développement. Il y a peu de personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est. Et sur la question du remboursement, ça rend l'activité physique adaptée peu accessible à ce type de population. Donc, par rapport à l'attractivité... Le partenariat financier et économique va être un élément important. Voilà.
Donc moi je On pense... peut préciser la Caisse des dépôts, a priori de manière officieuse et même bientôt officielle, est partenaire dans cette démarche. Et c'est signifiant, c'est sûrement une première en France. Donc on travaille, ils participent avec nous à cette définition. Bon, voilà. Aurons-nous des moyens dans le cadre de la politique de la ville ou autre, c'est peut-être compliqué, mais c'est vrai qu'il y a un accompagnement, vous avez raison, à avoir. Et l'activité physique adaptée est prise en charge à partir du moment où il y a une prescription dans le cadre de maladie chronique. Alors, si vous pouvez rappeler comment ça fonctionne. Alors en fait, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique adaptée depuis 2016, mais elle n'est pas prise en charge à part certaines mutuelles. Je connais 2 mutuelles qui prennent en charge. Thierry, je crois que pour l'exemple, merci. Oui, alors simplement sur la question de la pratique physique adaptée, il y a certaines communes qui prennent ça en charge, hein, notamment la métropole de Strasbourg, là, qui a mis en place un programme d'accompagnement, notamment dans les parcs municipaux, donc il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là. On a, et ça rejoint un peu ma première question là, sur la question de l'espace physique, la commune porte 2 projets actuellement, un projet de crèche et potentiellement un projet de PAEJ. Alors, je vais laisser mes collègues compléter l'acronyme, mais qui a pour but d'accueillir les jeunes. C'est ici, Jean, si vous pouviez en parler 2 minutes, ou Stéphane, puisque pour le coup, là, ça interroge vraiment la complémentarité avec tout ce qu'on vient d'évoquer, les questions d'addiction, les questions de lutte contre l'obésité, de sensibilisation. Là. Oui, alors je parlerai du PAEJ et puis Jean et Aurélie de la crèche. Sur le PAEJ, dans le cadre de l'élaboration et du diagnostic du contrat local de santé, il est évidemment revenu sur la table la question de l'accueil du jeune dans un endroit convivial, neutre, qui ne serait pas stigmatisant a priori, pour répondre à des problématiques là aussi liées aux addictions, liées aussi à l'accès au droit à la santé, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette connaissance-là, aux problématiques aussi de parentalité. Et l'idée, c'était d'interroger, alors au début, avec la DGCS, maintenant avec la CAF, la question d'un atterrissage d'un PAEJ sur Givors. On a déjà potentiellement le porteur de projet, on a déjà des éléments de diagnostic, enfin, le travail est relativement avancé. Et finalement, interroger ce PAEJ dans ce tiers-lieu-là aurait une pertinence parce que ça répond et à des logiques de bienveillance et à des logiques d'accès au droit et en même temps à des logiques de mélange de public qui me paraissent absolument essentielles. Sur la crèche, je vous laisse. Oui, sur la partie crèche, du coup, l'exécutif givordin a une ambition relativement forte, d'autant plus que la couverture petite enfance à Givors est largement en retard par rapport à d'autres territoires. Et d'un strict point de vue immobilier, le bâtiment anciennement de la CAF que la ville vient d'acquérir peut être une des réponses à ce projet-là. Et qui peut aussi d'ailleurs s'inscrire dans l'environnement global par rapport à ce que disait Stéphane juste avant de mixité des publics. Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre réflexion. Alors faut peut-être éviter le travers du tiers-lieu fourre-tout, mais les questions de parentalité me semblent aussi assez liées à toutes ces problématiques de santé, la problématique d'usage des écrans, d'addiction au sucre, enfin, on en a dit un mot tout à l'heure, et que, alors Aurélie pourra peut-être compléter, elle est plus armée que moi sur ces sujets, mais la parentalité c'est aussi une problématique sur le territoire, et l'accompagnement des familles est sans doute trop peu développé aujourd'hui, avec aussi tous les problèmes de précarité, de barrière de la langue et ainsi de suite. Mais ça fait partie des sujets pour les générations de demain qui serait important de pouvoir améliorer en tout cas. Moi, en tant qu'habitante de Givors, je me pose la question, pourquoi les médecins, pas de praticiens, quels qu'ils soient, ne viennent pas s'installer à Givors? Je vous le dis, moi en tant qu'orthophoniste, Givors n'a pas de bonne réputation. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Mais je suis Givorgine depuis toujours et je suis dans mon cabinet et je n'arrive pas à trouver... Non mais je pense qu'il est en train de s'opérer spontanément, j'allais dire, un changement d'image
Mais par contre, il faut qu'on accélère le changement d'usage à Givors. Givors, c'est l'épicentre d'une région de 2 500 000 habitants. C'est à la fois Saint-Étienne, Lyon et Vienne. Et il y a un potentiel formidable. Quand on voit l'opération, par exemple, Nexity, pour ne pas la citer, où il y a 400 logements, ça s'est vendu, je vais dire, très très facilement. Il y a des opérations. Aujourd'hui, il y a une appétence pour Givors parce que c'est pas cher et parce que, soyons clairs, en 3 minutes, on est dans le Pilat, à 3 minutes, on est dans le Gier. C'est incomparable. Mais aujourd'hui, les aménités, c'est pas elles sont pas valorisées. Et aujourd'hui, excusez-moi, il y a une déconnexion entre la géographie physique, entre la géographie humaine, économique et ce maillage formidable. Et moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais je perçois qu'il y a la présence, ne serait-ce que notre présence ou ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un ferment, qu'il y a un tournant qui est en train de se passer, et Givors va retrouver une attractivité, et ce tiers-lieu de santé est le premier maillon d'autres tiers-lieux qu'on a à créer pour que Givors devienne un épicentre, non pas seulement de son bassin de vie, mais un peu au-delà. On est à 17 minutes de Pardieu, 17 minutes de Perrache, 23 minutes de Saint-Étienne, de Château-Creux. Et donc pour des jeunes professionnels, par exemple, ça peut être intéressant, mais aussi pour des patients. Donc l'idée, c'est de préparer demain et de faire qu'il y ait on va dire des éléments d'attractivité forts, et notamment ce tiers-lieu de santé, on a envie que ça soit le premier maillon. On va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur l'économie, on va travailler, et c'est ce qui fera que des professionnels auront envie de s'implanter, et puis que, par exemple, les 7000 actifs qui, pour partie, échappent aux professions libérales, reviennent fréquenter Givors, et puis les 50 000 habitants qui sont autour, pour en faire un lieu de vie géographique et très attractif. Donc cette idée, c'est comment on crée de l'attractivité, à la fois immobilière, certes, mais ça, c'est pas le plus compliqué, mais humaine et professionnelle. Et je pense que les ingrédients sont là. Juste, je voulais compléter, par rapport effectivement à la petite enfance. Moi, ce qui m'inquiète et ce que je vois de plus en plus, et je pense que c'est aussi au niveau national, c'est la fracture qui existe entre la population dite moyenne, voire riche, et la population la plus démunie, qui est encore plus démunie. Là où c'est intéressant dans ce tiers-lieu de santé, c'est qu'on puisse mixer ces deux populations et que la population qui vienne un peu de l'extérieur, parce qu'effectivement c'est attractif, puisse tirer vers le haut cette population qui est la plus démunie et qui a besoin d'exemples et de voir qu'on peut aussi s'en sortir. Et c'est ce qui manque des fois à ces famille monoparentale où c'est souvent une maman avec ses enfants et qui se trouve démunie et sans véritable avenir en fait. Là où je m'interroge encore plus, c'est quand même sur l'accessibilité pour ces familles les plus démunies et qui va avoir accès à ce tiers-lieu de santé. On sait que quand on fait des conférences, quand on fait plein de choses, alors je parle vraiment de la petite enfance, mais ça peut peut-être se projeter ailleurs, on ne touche jamais les gens qu'on ne veut toucher. Et ça, c'est un véritable problème sur Givors. Et on a pu quand même constater que quand on allait vers eux, vers la population, c'est beaucoup plus simple après qu'ils puissent venir vers nous. C'est pour ça que je m'interrogeais et que tout à l'heure, je vous demandais, mais comment cette population va venir? Parce qu'à mon sens, il va falloir que nous, on aille d'abord vers eux avant qu'ils viennent vers nous. Merci beaucoup et c'est très intéressant et vous faites le lien parfaitement avec la slide suivante si tu veux bien, Kian. Où en fait on vous pose justement cette question de comment créer un bien commun autour de la santé à Givors avec 3 questions simples qui justement font écho à ce que vous évoquez. C'est quel positionnement, pour qui on veut cibler et comment on va pouvoir amener des personnes dans ce tiers-lieu. Et puis, quelle proposition de valeur, derrière quelle proposition de valeur, c'est justement quelle activité, quel service on va proposer pour être attractif et pour faire venir tout type de population dans ce tiers-lieu. Et ça, ce schéma, un petit peu barbare, c'est vraiment le socle de nos ateliers que je vous propose de faire maintenant. Ça va être un petit peu en accéléré parce que... on a le mot de la fin, FAIM. Voilà, exactement. Et merci parce que c'était très riche ces échanges. On a la captation vidéo et on va tout reprendre, donc c'est parfait. Donc je vous propose de passer à la 3e partie et vous aurez les plateaux repas, donc on pourra réfléchir tout en mangeant, mêler l'utile à l'agréable. Donc cet atelier, en fait, Kian, si tu veux bien passer, on vous le propose en 2 temps.
Un premier temps dédié à enrichir le diagnostic qu'on vient de poser. Et là, en fait, finalement, il a été fait en direct parce que vous avez posé énormément d'enjeux, de problématiques. Donc, ça va peut-être être finalement plus rapide. Donc, on vous propose de remplir une grille qu'on va vous montrer et de définir une problématique qui, pour vous, vous semble être prioritaire à adresser aujourd'hui à Givors. Et puis, dans un second temps, on va vraiment travailler sur le contenu du futur tiers-lieu pour répondre à 3 questions. Quelles promesses on va adresser avec ce tiers-lieu? Qui on va cibler? Et puis, quels services et activités proposer dans ce tiers-lieu? Et on vous propose une restitution en plénière pour la fin. On va essayer de revenir en plénière pour partager rapidement ce qu'on a pu échanger et puis de faire ce second temps d'atelier pour remplir un triptyque qu'on va vous montrer. Et ce deuxième temps d'atelier, il sera sous la forme d'un Word Café. Alors désolé pour l'anglicisme, mais c'est une technique d'animation qui est assez intéressante, si tu peux passer Kian s'il te plaît, qui permet en fait d'enrichir ce qui a été fait dans un groupe précédent. Donc le principe, un sous-groupe va travailler dans une salle, va travailler sur une grille, et en fait au bout de 20 minutes, peut-être 10 parce qu'on manque de temps, on va changer de salle et en fait on va arriver sur le travail du groupe précédent qu'on va pouvoir enrichir, compléter. Et donc ça va amener vraiment des interactions et nous c'est vraiment ce qu'on cherche à travers ces ateliers, c'est qu'on puisse aller assez loin parce que justement on le fait collectivement. Donc on va essayer de désigner à chaque fois un rapporteur pour la plénière pour qu'il puisse être le garant des échanges lors du travail en sous-groupe, et puis vous aurez un animateur par table qui sera garant du temps et de la fluidité des échanges. Donc on vous montre les supports qui seront à compléter avec des petits post-it, parce que ça marche toujours les post-it, hein. Donc cette grille à FOM qui vise donc à vraiment identifier les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités à Givors et sur son bassin de vie, sur les enjeux de santé. Donc vous pouvez reprendre justement ce qui a été dit sur le problème de l'obésité, sur le problème des addictions. Donc l'idée à travers cette grille, c'est de vraiment identifier les problèmes qui se posent aujourd'hui et auxquels il faudrait répondre. Ensuite, on vous propose, Kian, si tu veux bien passer, donc d'essayer de formuler une problématique pour qu'on arrive vraiment à bien saisir ce que vous voulez transmettre en fait comme enjeu. Et puis la dernière grille, ça sera celle-ci, voilà, ce triptyque à remplir avec le positionnement, le contenu et le public cible. Voilà, et puis on retournera en plénière. Et donc pour les groupes, on les a fait de manière totalement arbitraire. Voici la répartition. A priori, ça va peut-être être un peu modifié parce qu'il n'y a pas toutes les personnes. Pour le groupe A, je vous invite à rester ici avec Tiffany. Pour le groupe... Les repas arrivent. Voilà. Pour le groupe B, ça sera dans le couloir pour un déjeuner actif, parce que ça sera debout. Et le troisième groupe, ça sera donc avec moi. Si vous voulez me suivre, ça sera dans une petite salle juste après le couloir. Donc, si vous voulez bien prendre connaissance de votre groupe, et puis on va donc à la fois déjeuner et essayer de réfléchir collectivement au contenu de ce tiers-lieu. On s'est interrogé sur est-ce qu'on peut y intégrer le PAEJ. Enfin, à mon sens, pas forcément y intégrer le PAEJ. Par contre, on est sur y intégrer plutôt un lieu plus dédié à la parentalité et sur de la prévention précoce pour effectivement habituer les gens à venir fréquenter ce lieu-là. Ça semblait un peu plus opportun. Et là, peut-être, on s'est posé une question aussi qui était très intéressante, c'est comment on enclenche la dynamique. Par quel biais on peut justement faire venir les gens, parce qu'ils ne vont pas venir dans un lieu qui est dédié justement aux questions de PMI, de soins. Donc comment on arrive à les attirer, les faire venir, et comment on ancre des habitudes pour que ça soit vraiment un lieu qui soit vécu au quotidien et que les gens y viennent sans se dire ah bah, j'y vais pour des questions sociales, des questions un peu qui peuvent être perçues comme stigmatisantes. C'est vrai que ce que je dis, c'est ce que on parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant et ce qui est la force de Givors, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche sur Givors, ça se sait quand même plutôt rapidement et on voit les gens après, une fois avoir entendu parler d'un lieu ou de quelque chose qui leur plaît, les gens viennent après. Et donc,
je fais la transition avec le triptyque qu'on a pu construire. Donc la promesse, ça serait de faire un lieu social ouvert mais non stigmatisant, un lieu ressource, mais qui ne soit pas non plus un hall de gare, je cite Céline, parce qu'il faut tout de même que ça soit un lieu qui soit cadré pour pas que ça devienne la place du village et la foire d'Empoigne. Il faut quand même garder une certaine exigence pour ce lieu, un certain professionnalisme, parce que justement il y aura des professionnels de santé qui vont le côtoyer. Donc comment on met une certaine exigence tout en maintenant une ouverture. Et pour public cible, on s'est dit peut-être ce qui serait dans un premier temps le plus facile à toucher, ça serait les mamans, les papas aussi, les nouveaux papas, on les a cités, ne pas les oublier, et puis les tout petits, pour ancrer justement ces habitudes. Et la question de la communication, je ne sais pas si vous voulez... justement, il y a de la communication, mais peut-être vraiment aller au plus proche des gens pour les toucher, parce que il y a beaucoup de communication, mais elle n'est peut-être pas très bien relayée, ou voilà, on pose ce sujet de la communication. Est-ce que le groupe suivant veut prendre la parole? C'est parti. Allez. Alors, on a oublié de choisir des représentants pour la parole. Du coup... Mais ils réagiront après. Vous réagirez après, ok. Après, si vous voulez monter sur l'estrade avec nous, vous êtes les bienvenus. C'était le groupe Manche Debout, là. Oui. C'était le groupe Manche Debout, et on a aussi oublié de... En fait, on n'avait pas compris qu'il fallait qu'on remplisse aussi la dernière page ensemble. Mais bon, donc on commence avec les mauvaises nouvelles. Alors, sur la FOM, sur les forces, ce qu'on a mis en valeur, c'était la PMI, la proximité avec l'hôpital et le centre d'addictologie. On a aussi mis en exergue le fait qu'il y avait un très bon centre de vaccination, notamment par rapport à la tuberculose, et le fait que Givors ait un service décentralisé de la métropole et qu'elle peut utiliser un peu cette force de... Enfin, c'est une force de frappe dans un territoire plus élargi. Vous pouvez me corriger ou compléter ou amender si je restitue mal vos propos. Et aussi des consultations de spécialistes riches, notamment à l'hôpital. Et aussi le fait que le tiers-lieu vient s'inscrire dans un territoire de confluence, donc au croisement de plusieurs entités urbaines. Dans les faiblesses, on a mis en valeur le fait qu'il y avait un manque d'attractivité du territoire, un multiculturalisme, peu de spécialités dans le territoire alors qu'il y a de grands besoins de la population, dont notamment peu ou peu de dermatologues, peu de médecins généralistes. Et les besoins, c'est l'obésité des enfants et l'addictologie. Pour ce qui est des menaces, on a vu qu'il y avait un manque de personnel de santé, notamment un vieillissement du personnel de santé, mais aussi un vieillissement de la population. Et on a aussi listé dans les menaces la concurrence entre les différentes communes. Pour ce qui est des opportunités, on a mis en valeur le contrat d'incitation à l'installation qui pourrait permettre à de nouveaux médecins de s'installer sur le territoire de Givors. L'attention des différents acteurs sur la thématique de la santé et des dynamiques au sein du territoire qui sont déjà présentes. Donc cette attention des différents acteurs, elle démontre qu'il y a une vraie volonté de monter cette MSP. Et on peut aussi s'appuyer sur les forces du territoire avec des outils un peu innovants, comme par exemple
des signalétiques en pictogrammes pour essayer d'être le plus inclusif possible et qui sont déjà en fait mises en place sur certains lieux du territoire. D'accord. Pour ce qui est de la problématique, pour pouvoir répondre aux problématiques du tiers-lieu, l'idée, c'est de réussir à répondre aux différentes catégories sociales qui auraient accès au tiers-lieu, en essayant d'accéder à tous les types de publics, donc en essayant d'aller les chercher avec une co-construction entre les acteurs, notamment des publics qui peuvent avoir différentes langues et différents modes de vie, et pour essayer de créer vraiment un lieu d'échange et de partage. Le tiers-lieu doit pouvoir prévenir l'addictologie, l'obésité et les postures, d'accord, avec un accès aux soins et, autour de deux problématiques. La première problématique qui est la problématique de l'accès aux soins et la deuxième problématique qui est la prévention. Donc l'idée, c'est d'attirer des patients et de se positionner par rapport à la place des usagers. Donc les deux problématiques qu'on a choisies, c'est comment le tiers-lieu de santé de Givors peut-il attirer les différents acteurs de la santé et du social, et comment le tiers-lieu de santé de Givors peut-il favoriser l'accès à la santé pour tous. Et je transmets le micro. Stéphane ? En post-it là-haut. C'est très colo. Le deuxième micro, peut-être pour... Il est là. Ça marche. On va peut-être pas tout reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites dans les deux groupes. Oui. Non. Bon, et ben si vous voulez, je voulais faire synthétique. Donc, ce qui peut ressortir, je vais repartir sur ce qui ressort, c'est effectivement, en partant des faiblesses du territoire Givors, c'est la mauvaise réputation de Givors, mais dont les pouvoirs publics prennent à bras le corps pour transformer la vision du territoire. Plus concrètement également aussi la barrière de la langue, le multiculturalisme aussi de la population. Le multiculturalisme n'est pas ni une faiblesse ni une fausse, c'est la barrière de la langue. Voilà, le barrière de la langue. C'est une problématique. Tout à fait. On l'a dit tout à l'heure, la précarisation de la population, les besoins, problématique des besoins en soins d'urgence, du nombre de professionnels de santé en carence sur le territoire, la problématique de la prévalence des affections psychiatriques et du manque de professionnels de santé pouvant les prendre en charge. Voilà. En gros, on fait également le pont en fait, avec les menaces, mais qui sont aussi des faiblesses sur la fracture numérique. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, enfin, c'est toute la question de l'accès au droit. Alors, il y a l'accès au droit de santé, mais généralement l'accès au droit, en règle générale, ou avec toutes les stratégies de dématérialisation, où on a face à des publics qui souffrent d'électronisme, et quel que soit les tranches d'âge, et parfois même quelles que soient les classes sociales. Et pour le coup, sur les soucis de santé, c'est déjà une faiblesse, et c'est une menace, puisqu'on tend vers, alors il y a des choses très positives sur le numérique, mais on tend vers l'exacerbation de l'électronisme. Exactement. Ce qui est plus un questionnement qu'une menace, c'est la mise en place des moyens humains au niveau de la collectivité, notamment sur la mise en œuvre du CLS, mais qui est en cours, et aussi la question du financement, qui est également en cours pour le financement des actions du CLS et autres, comme le tiers-lieu, qui nécessitera peut-être des arbitrages publics. Mais voilà, en tout cas, les choses sont alignées au niveau des pouvoirs publics. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même une dynamique positive, puisque dedans, il y a quand même déjà une multitude de partenaires
avec un portage politique sur la création, sur l'évolution de l'ancienne CAF et l'ancienne CEPAM. Donc ça, c'est quand même, et pour les techniciens et pour l'ensemble des partenaires, un message fort. Et pour le coup, là où, comme dans toute collectivité, il peut y avoir un risque, c'est le risque de l'arbitrage. Mais le souci n'est pas en soi, on va dire, le portage politique et l'outil financier dans un premier temps. C'est qu'à un moment ou à un autre, ce qu'on disait tout à l'heure, on a 2 millions de budget, il faut faire 500 000 euros d'économie, il y aura des priorités à faire. Mais a priori, le portage politique est, sur ce lieu de santé est un élément absolument moteur et essentiel. Oui, qui va faire partie du maillage en fait entre les différents acteurs du territoire et institutionnel également. Et donc parmi les opportunités, on a aussi ce bâtiment, ce lieu déjà à aménager, parce qu'effectivement on pourrait être aujourd'hui en train d'imaginer un tiers-lieu ou un pôle de santé, mais sans lieu physique adéquat. Ça serait beaucoup plus compliqué. On a tous ces partenaires engagés et en attente, et puis conjointement et de façon concomitante, la création en ce moment donc, de la MSP, de la CPTS et la mise en place du CLS. Donc il y a vraiment matière à faire émerger justement toutes ces... Et ce tiers-là est une chance aussi, puisqu'il y a eu une dynamique partenariale qui a été créée avec le travail autour du contrat local de santé. La crise sanitaire a fait qu'il y a eu une certaine dilution, et finalement remettre les partenaires autour d'un projet aussi dynamique et joyeux, ça peut relancer cette dynamique partenariale. On est allé du coup un peu vite à la fin. On a beaucoup discuté. C'était bon, surtout, on a bien mangé. Ouais. Donc la promesse du groupe A sur le tiers-lieu, c'est des mots-clés. C'est déjà la bienveillance, la dynamique collective, là on en parlait, qui sera indispensable à sa création et indispensable à la vie en fait du tiers-lieu, à l'animation du tiers-lieu. Et l'accueil inconditionnel autant des personnes que des usages et donc des usagers. Et parmi tout ça, pour arriver à ces éléments clés, c'est vraiment la co-construction entre les partenaires, certes, mais aussi demain avec la population de Givors. C'est ressorti aussi dans les autres groupes, autant par la communication pour qu'ils y viennent, mais avant qu'ils y viennent, ça va être déjà peut-être... parler du bouche à oreille, des choses qui marchent bien, déjà peut-être cet engagement et faire adhérer la population au tiers-lieu, ça va être aussi de les impliquer de façon peut-être très éparse au départ, mais de les impliquer dans la co-création de ce tiers-lieu. Et le public cible qu'on a évoqué dans le groupe, c'était d'être justement à 360 degrés sur de l'intergénérationnel. Pour que l'identité et la cible propre soient la santé de la personne, la santé des gens, qui va concerner autant effectivement la petite enfance, la parentalité, la périnatalité, les actifs, les seniors, intergénérationnel, mais aussi intercommunautaire, interclasse sociale, vous en parliez tout à l'heure, et puis avec peut-être une attention portée sur les publics isolés, qui peuvent être autant les seniors que les jeunes, mais aussi les personnes souffrant de handicap. Voilà. Oui, c'est que l'entrée, elle est vraiment le regard sur le tiers-lieu, c'est vraiment la double entrée. L'entrée usager-habitant, c'est-à-dire que, j'allais dire même l'entrée usager-citoyen, c'est-à-dire qu'on y va parce qu'on a une problématique, mais on peut aussi y aller parce qu'on peut apporter quelque chose ici à ce tiers-lieu en même temps qu'on essaye de régler notre problématique. Donc ça change aussi le regard, ce qui fait que le lieu en lui-même, ça ne doit pas être une salle d'attente pour stigmatiser. Donc ça, c'est l'entrée usager. Et puis après, c'est l'entrée partenaire. Que ce lieu-là soit aussi le lieu de la... c'est les sociologues qui parlaient de l'algorithme du jardinier, c'est-à-dire qu'il y a
un écosystème qui fasse que chacun puisse y trouver sa place, apporter sa richesse et construire quelque chose de collectif, ce qui remet bien le sujet du jardinier, de la petite main qui va au quotidien faire que cette dynamique-là s'alimente, s'enrichisse, se développe et ne retombe pas, parce qu'on sait très bien que les professionnels qui seront dans ce lieu-là, leur premier boulot, ça sera leur boulot de pro. Et la question de l'animation collective, alors ils auront peut-être parfois des temps pour ça, mais des temps dédiés. Ça serait d'ailleurs intéressant à interroger la capacité que ces professionnels peuvent dégager en temps dédié sur l'animation collective, le partenariat, parce que quand on est libéraux, même quand on est dans le public, c'est toujours très compliqué de se dégager du temps pour faire autre chose que sa pratique professionnelle. Donc ça, c'est aussi un truc à interroger, mais c'est aussi cette construction d'une dynamique collective autour de la politique de la santé qui peut éclore dans ce tiers-lieu. Oui. Pour juste donner une piste un peu concrète par rapport au tiers-lieu, avant d'aller en septembre dans la définition plus propre des animations, des ateliers, etc., et vraiment la définition de ce que va faire et faire le tiers-lieu, c'est aussi penser qu'il faudra aussi, de la même façon que vous avez besoin d'une personne pour la mise en place du CLS, peut-être également une personne dédiée qui incarne en fait cette animation du tiers-lieu qui va être le jardinier du tiers-lieu. Voilà, mouvante. C'est ça. C'est assez beau, je trouve, comme phrase de fin. Il faut trouver notre jardinier. Alors, moi, j'aimerais d'abord tous vous remercier, puis j'aimerais conclure avec les mots d'un poète que chacun connaît, qui a soigné nos mots, MOX, avec des mots. On a parlé de la mauvaise réputation, c'est la chanson de Brassens. Moi, j'en ai une autre qui est la chanson mythique de l'amitié, de la convivialité, qui est Les copains d'abord, qui nous ont régalé tout à l'heure. Et je serais tenté de dire, à nous de construire ce tiers-lieu et de mettre au cœur des préoccupations la santé d'abord. À très bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est vraiment merci de votre implication. La ville et la SAGIM a fait en sorte, avec nos professionnels de santé, de donner une esquisse, un cap. Pour moi, cap, c'est construire des actions et projets. Donc, il faut qu'on poursuive cela avec vous, pour vous et surtout pour nos patients que sont les Givordins. Donc, merci à tous et bon après-midi. À très bientôt.